Les étoiles ne sont pas silencieuses. Même dans le sommeil, même dans le silence, elles murmurent à travers l'obscurité. Parmi les nombreux empires qui s'élèvent et s'effondrent à travers la galaxie, l'un se distingue par ses rêves. Voici l'histoire des Tau, une jeune espèce qui croit que l'avenir ne peut être façonné par la peur, mais par l'unité. Une espèce qui ose construire un nouvel ordre dans une galaxie depuis longtemps ravagée par la guerre et la ruine. Dans leurs yeux, il y a de l'espoir. Dans leurs mains, des machines d'une grande puissance. Et dans leur cœur, l'idée que personne ne doit rester seul. Pourtant, même dans la lumière la plus brillante, des ombres subsistent. Ce qui commence par une vision de paix peut se transformer de manière insidieuse. Cette histoire ne parle pas seulement de progrès et d'unité. Elle parle aussi de rébellion, d'un personnage qui s'est détourné, d'un personnage qui s'est enfoncé dans les ténèbres et n'en est jamais ressorti. Au fil de cette histoire, laissez son rythme ralentir vos pensées. Laissez le poids des étoiles et de l'histoire vous porter doucement. C'est un endroit calme pour écouter, pour réfléchir, pour se reposer. Dans la galaxie de Warhammer, la plupart des histoires commencent par une bataille. Mais celle-ci commence différemment. Elle commence par le calme. Une vision sereine qui ne provient pas de mythes anciens ou de dieux oubliés, mais de quelque chose créé par des esprits qui recherchaient la paix à travers la structure. Les Tau ne sont pas anciens. Ils ne sont pas gouvernés par la peur ou la dévotion à des pouvoirs destructeurs. Au contraire, ils sont guidés par une idée simple appelée le bien suivi. Ce n'est pas un dieu, ce n'est pas un mythe, c'est un plan, un objectif destiné à unir tous les Tau et ceux qu'ils rencontrent. Les Tau croient que chaque personne a un rôle à jouer, un endroit où elle peut servir, où elle peut compter. Il existe différentes castes, comme les pièces d'une machine vivante. Certains construisent, d'autres combattent, certains parlent et d'autres volent parmi les étoiles. Et au-dessus d'eux, il existe un autre groupe, silencieux, rare, digne de confiance, les Ethereals. Ce voyage commence avec eux, non pas dans le conflit, mais dans la cérémonie. En leur présence, les Tau s'inclinent sans poser de questions. Pourquoi ? C'est là que nous commençons. Alors que les étoiles fredonnent et que le temps s'étire, nous ouvrons la porte d'une culture qui ne repose pas sur la force, mais sur quelque chose de plus doux, quelque chose de plus fragile. Au centre de chaque ville Tau se trouve une salle de pierre silencieuse. Sa forme incurvée rappelle un croissant de lune, lisse et silencieuse, sous un ciel bleu pâle. Il n'y a ni bannière, ni statue, ni bruit de fête. Pourtant, lorsqu'une silhouette pénètre dans cet endroit, les Tau s'inclinent. Ces silhouettes ne parlent pas fort. Elles ne brillent pas d'or. Pourtant, elles commandent le cœur de toute une civilisation. Ce sont les Ethereals, la main invisible derrière le bien suprême. Il y a longtemps, les Tau n'étaient pas un seul peuple, ils étaient nombreux. Des tribus dispersées vivaient dans les plaines, dans les cieux, au fond des montagnes. Certains étaient des bâtisseurs, d'autres étaient des chasseurs. Certains cultivaient la terre, d'autres fabriquaient des outils. Mais ils n'étaient pas unis. À cette époque, ils se battaient. Des guerres éclataient entre les forts et les sages, entre ceux qui vivaient dans les cieux et ceux qui marchaient sur la terre. L'histoire appelle cette période le Manteau
bien que la plupart des archives aient été perdues. Ce mot signifie chagrin. Il signifie conflit. Puis vint le changement. Personne ne sait exactement quand les premiers Ethereals sont apparus. Ils ne sont pas arrivés avec des armées. Ils n'ont apporté aucune machine. Seulement des mots. Ils ont parlé d'unité. Ils ont parlé de but. Ils ont dit au Tao que chaque groupe avait un rôle à jouer, que se battre les uns contre les autres était inutile, qu'ensemble, ils pourraient s'élever au-delà de leur monde, que la paix était la force. Quelque chose s'est produit au cours de ces premières années dont peu de gens parlent aujourd'hui. Les combats ont cessé, et les castes Tao sont nés. À partir de ce moment, les Ethereals se sont élevés au-dessus des autres, pas en richesse, pas en force, mais en sagesse. Leur voix était calme, mesurée, leur présence était douce, et pourtant, ils avaient une autorité aussi tranchante qu'une lame sous de la soie. Même aujourd'hui, lorsqu'un éthéréal entre dans une pièce, les guerriers se taisent. Les constructeurs arrêtent leur travail. Les diplomates baissent le ton. Les pilotes modifient leur trajectoire pour les accueillir. Personne ne se demande pourquoi. Cela semble naturel, comme si cela avait toujours été ainsi. Les Ethereals eux-mêmes ne font pas preuve de fierté. Ils vivent simplement. Ils portent des robes pâles qui scintillent doucement. Ils ne portent pas d'armes. Certains tiennent des bâtons en bois ou en os, marqués de symboles délicats. D'autres marchent les mains jointes. Leurs yeux sont souvent fermés, plongés dans leurs pensées. Leurs pas sont légers, mais leur volonté est forte. Ils ne commandent pas en criant. Leur force réside dans leur calme. Un seul mot de leur part peut arrêter une guerre avant qu'elle ne commence. Le bien suprême n'est pas une personne. Ce n'est pas un dieu. C'est une idée. Mais sans les Ethereals, elle serait perdue. Ils la façonnent. Ils la protègent. Ils la transmettent de génération en génération. Les enfants apprennent leurs histoires en premier. Les soldats récitent leurs leçons avant d'aller au combat. Les constructeurs gravent leurs paroles sur les murs des villes. Les pilotes portent leurs symboles dans les étoiles. Les Ethereals n'exigent pas de loyauté. On leur obéit simplement. Parmi les Ethereals les plus connus figurait Aounva. Son nom est gravé dans la mémoire de tous les mondes Tao. Ses enseignements étaient profonds, mais simples. Ses actions étaient calmes, mais puissantes. Il ne dirigeait pas seulement par ses discours, mais par sa présence. Lorsque Aounva se tenait devant un conseil de généraux de la caste du feu, il l'écoutait. Non pas parce qu'il le craignait, mais parce qu'il détenait la vision de leur avenir. Quand Aounva marchait parmi les architectes de la caste de la terre, il se redressait. Non pas parce qu'il était leur maître, mais parce qu'il croyait en leur mission. On dit souvent que les Ethereals ne connaissent pas la colère, qu'ils sont au-dessus du doute. Mais personne ne sait vraiment ce qui se cache derrière leur immobilité. Certains murmurent qu'ils détiennent un secret, un pouvoir qu'ils utilisent sans le révéler. Des rumeurs circulent dans les couloirs. Leur présence serait plus qu'une simple question de charisme. Quelque chose dans l'air changerait à leur arrivée. Quelque chose de chimique, quelque chose d'invisible. Ces idées sont rejetées, qualifiées de fiction. Mais dans les recoins de l'histoire Tao, trop d'histoires se terminent par le silence. Il n'y a pas de révolte entre les castes. Il n'y a pas de désaccords ouverts. Chaque aspect de la vie des Tao coule comme l'eau autour d'un rocher, sans heurte, prévisible. Les Ethereals prennent leurs décisions à huis clos. Ils décident quand s'étendre, quand négocier,
Quand entrer en guerre, ils guident les diplomates, ils tempèrent les guerriers, ils encouragent les bâtisseurs, ils choisissent même quels enfants s'entraînent pour quelle caste. Et pourtant, ils ne sont jamais remis en question. Pour la plupart des Tao, cela n'a rien d'étrange. C'est réconfortant. Pour eux, les Ethereals sont sages. Ils maintiennent l'ordre. Ils protègent du chaos. Le souvenir du manteau suffit à faire taire tout doute. Mais pour quelques-uns, ceux qui ont l'esprit curieux ou qui portent de profondes cicatrices, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas brisé. C'est juste trop parfait. Ils se demandent ce que cachent les Ethereals, ce que le bien suprême ne peut pas montrer. Pourtant, ces voix ne s'élèvent pas. Pas fort. Car même les murmures de mécontentement sont balayés. Le système ne punit pas la rébellion, car il ne laisse jamais la rébellion s'épanouir. Si un diplomate de la caste de l'eau commence à poser trop de questions, il est réaffecté. Si un commandant de la caste du feu agit sans autorisation, il disparaît des registres. Le système reste propre, intact, inchangé. D'une certaine manière, les Ethereals sont les architectes de la paix. D'une autre, ils sont les gardiens de quelque chose de bien plus fragile. Le contrôle. Si l'unité se brise, toute la structure s'effondrera. Ils veillent donc à ce qu'elle reste intacte, parfaite en apparence, lisse comme une pierre polie. Pourtant, même la pierre peut se fissurer. Même l'eau calme peut former des ondulations. Bien au-delà de la portée des mondes centraux, un nom commence à se former. Un commandant qui autrefois obéissait sans poser de questions suit désormais une voie différente. On se souvient de ses victoires. Son silence est inexplicable. Il ne revient pas. Son épée est ancienne. Son esprit est distant. Sa loyauté est incertaine. Mais ce n'est pas le sujet de ce chapitre. Cette histoire attend son heure, silencieuse mais grandissante. Pour l'instant, les Ethereals restent tels qu'ils ont toujours été, distants, présents, au-dessus de tout soupçon. Leur lumière touche chaque aspect de la vie Tao. Elle maintient l'ordre entre les castes. Elle garde la vision claire. Et tandis que les étoiles se multiplient et que la galaxie se refroidit, les Ethereals continuent de marcher en silence. Ils sont la colonne vertébrale invisible du bien suivi. Et tant qu'ils resteront intacts, les Tao croiront qu'ils s'élèveront pour toujours. Les Tao ne croient pas au hasard. Chaque vie a un sens. Chaque personne a sa place. Dès la naissance, chaque Tao est guidé vers l'une des 4 castes. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une contrainte. Cela fait partie de leur identité. Chaque caste est différente. Chacune a ses propres devoirs, ses propres coutumes et sa place dans l'ensemble. Ensemble, elles forment une société qui fonctionne avec une précision sans faille. Aucune partie ne fonctionne seule. Le bien suprême les unit. Ce chapitre ne traite pas de guerre ou de rébellion. Il explique comment une civilisation peut se façonner autour de rôles à la fois stricts et pacifiques. Là où d'autres utilisent le pouvoir ou la richesse pour guider leur vie, les Tao utilisent la fonction. Ils mesurent la valeur à l'aune de l'utilité, pas à l'aune de la conquête, pas à l'aune de la fierté. Chaque caste a une longue histoire. Chacune est issue des anciennes tribus qui se sont autrefois battues pendant le manteau. Les Ethereals les ont transformés de rivaux en éléments d'un tout fonctionnel. Au fil du temps, leur corps et leur esprit ont changé. Aujourd'hui, ils sont plus que des emplois. Ce sont des types de personnes différents.
Les castes ne sont pas simplement formées, elles naissent pour devenir ce qu'elles seront. La caste de la Terre, connue sous le nom de Fio, est composée des constructeurs et des penseurs. Ils créent tout ce qui fait l'empire To. Grâce à eux, des villes de métal et de verre s'élèvent. Les armures, les vaisseaux, les drones et même les machines agricoles sont le fruit de leur imagination. Leur peau est plus épaisse, leur corps est robuste. Ils ne sont pas rapides, mais ils sont patients. Ils parlent peu, mais leurs pensées sont profondes. Un Fio peut travailler pendant des heures sans se reposer. Pour eux, chaque vis et chaque poutre compte. Le bien commun commence par des fondations, et c'est la caste de la terre qui les pose. Ils ne sont pas loués dans les chansons ou les contes. Leur travail est discret. Mais rien ne fonctionne sans eux. Une seule erreur dans leur conception peut signifier la perte d'une flotte ou la ruine d'un nouveau monde. Ils portent ce poids en silence. Tandis que les guerriers du feu se dressent fièrement au combat, les Fio observent depuis l'arrière, ne pensant pas à la victoire, mais à ce qui viendra après. Vient ensuite la caste du feu, ou chasse. Ce sont les protecteurs et les guerriers. Leur sang est plus chaud. Leur silhouette est mince et musclée. Ils sont entraînés à se déplacer rapidement et à frapper avec précision. Tous les guerriers du feu commencent leur entraînement dès leur plus jeune âge. Ils apprennent non seulement à manier les armes, mais aussi à se contrôler. La rage est dangereuse. Elle peut causer plus de dégâts qu'elle n'en empêche. Les Ethereals leur enseignent à se battre avec un but, à mourir si nécessaire, mais jamais sans raison. Les guerriers du feu ne vivent pas longtemps. Beaucoup tombent au combat. Mais ils ne considèrent pas cela comme une perte. Ils croient que le service est la plus haute forme d'honneur, qu'ils pilotent des armures de combat, guident des drones ou se battent sous un ciel étranger. Ils ne se posent pas de questions. Ils servent parce que cela protège les autres. Leur discipline ne vient pas de la peur ou de la fierté, mais de leur conviction. Pourtant, la caste du feu est plus sensible que les autres. Ses membres gardent précieusement leurs souvenirs. Ils tissent des liens étroits avec leurs camarades. Dans la victoire, ils restent silencieux. Dans la défaite, ils ne montrent pas leur douleur. Mais au fond d'eux-mêmes, quelque chose persiste. Certains sont assaillis par le doute lorsque les guerres se multiplient. D'autres se demandent à quoi ressemblera la paix lorsque leur feu ne sera plus nécessaire. Ces questions ne sont pas souvent exprimées, mais elles restent en suspens dans les recoins du champ de bataille. La caste de l'eau, appelée Por, est composée de diplomates et d'orateurs. Leurs visages sont plus allongés, leurs voix sont douces. Ils ne construisent pas et ne combattent pas, mais ils passent avec aisance d'une caste à l'autre et d'une culture à l'autre. Toutes les négociations, tous les accords commerciaux et toutes les alliances commencent avec eux. Les Por comprennent les émotions, les tensions et la confiance. Leurs paroles peuvent ouvrir des portes entre les étoiles. Lorsque les Tau rencontrent une nouvelle espèce, c'est la caste de l'eau qui parle en premier. Ils sont formés pour comprendre profondément les autres, non pas pour tromper, mais pour guider. Ils offrent la paix avant la guerre. Ils présentent le bien suprême non comme un ordre, mais comme une invitation. C'est la voie dans laquelle ils croient le plus. Pour autant, ils ne sont pas faibles. Se tenir face à des empires extraterrestres sans armes demande une force particulière. Ils écoutent, ils s'adaptent, et lorsque la paix échoue, ils s'effacent pour laisser la caste du feu s'exprimer autrement. Parfois, les Por se lassent, ils en voient trop, ils entendent les doutes que les autres ignorent.
Tous les étrangers n'acceptent pas le bien commun. Certains se détournent, certains trahissent, certains se moquent de l'unité. Et lorsque cela se produit, la caste de l'eau doit rentrer chez elle, son travail inachevé. Mais même alors, il ne cesse de croire. Il y a toujours une autre chance, une autre porte à ouvrir. Enfin, il y a la caste de l'air, connue sous le nom de corps. Ils vivent au-dessus du ciel. Nés grands et légers, leurs os sont fins et longs. On les voit rarement sur le sol. La plupart ne touchent jamais la terre après leur jeunesse. Ils vivent dans des villes en orbite et d'énormes vaisseaux spatiaux. Ce sont les pilotes, les messagers, ceux qui transportent les taux à travers les étoiles. Sans eux, l'Empire ne pourrait pas s'étendre. Le commerce s'arrêterait, la guerre s'enliserait, les nouvelles disparaîtraient. Comme ils vivent dans le vide, les corps pensent différemment. Leurs yeux sont toujours rivés sur le mouvement. Sur la distance, ils parlent peu. Leur esprit vagabonde entre les itinéraires, les trajectoires de carburant et les fenêtres orbitales. Certains, à la surface, les trouvent distants, froids. Mais ce n'est pas vrai. Ils vivent simplement là où le silence est nécessaire. Dans l'espace entre les étoiles, il n'y a pas de place pour le bruit. Parmi les castes, ils sont les plus éloignés. Mais leur travail est essentiel. Lorsqu'un nouveau monde est découvert, ce sont les corps qui y débarquent les premiers. Lorsque la guerre éclate, ce sont eux qui transportent les guerriers. Lorsque des messages doivent être transmis d'un système à l'autre, ce sont leurs mains qui actionnent les commandes. Ils ne sont pas oubliés. Ils ne sont pas ignorés. Mais ils sont seuls, par choix. Chaque caste a son rythme. Chacune évolue à sa manière, mais toutes sont liées. Le bien commun ne place personne au-dessus des autres, pas en public. Chaque taux, du fermier au pilote, apprend que son rôle est sacré, que l'unité est synonyme d'harmonie. Le système est conçu pour maintenir l'équilibre. Il n'y a ni roi, ni héros. Seul le service compte. Pourtant, les systèmes s'usent avec le temps. Les croyances peuvent s'étirer. Les questions commencent par être modestes. Un guerrier du feu se demande si les batailles prendront fin un jour. Un diplomate de l'eau assiste à l'échec d'une alliance et se sent vide. Un constructeur remarque que les ressources sont envoyées à la guerre alors que les maisons s'effondrent. Un pilote ne voit plus que la même trajectoire de vol, sans étoiles. Ce ne sont pas des rébellions. Pas encore. Ce ne sont que des pensées. Rien de plus. Mais les pensées grandissent, surtout dans les esprits qui ont trop vu. Les Ethereals maintiennent l'ordre entre les castes. Ils leur donnent un but. Ils rappellent au Tao le Monto, le temps d'avant. Ils leur rappellent ce qui a été perdu et ce qui ne doit jamais revenir. Mais hors de portée de leur voix, dans les étoiles lointaines, certains commencent à entrevoir une autre voie. Un commandant autrefois forgé par le feu. Un homme qui a vu trop de mensonges. Un homme qui s'est éloigné et n'est jamais revenu. Avant de prononcer son nom, nous devons comprendre une chose. La voie suivie par chaque caste n'est pas mauvaise. Elle n'est pas fausse. Elle est conçue pour fonctionner. Et elle fonctionne. Mais la perfection est fragile. Et même dans une horloge qui fonctionne parfaitement, un seul changement peut tout bouleverser. Un taureau ne naît jamais seul. Dès l'instant où il ouvre les yeux, il est entouré d'ordre. Pas d'une manière froide, pas par la force, mais par le sentiment que la vie avance avec un but. Ses maisons sont propres,
Ses chemins sont clairs, et tous les visages qu'il voit arborent la même expression de calme devoir. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est voulu. La société Tau façonne ses membres avant même qu'ils ne sachent parler. Elle ne leur demande pas qui ils sont. Elle leur enseigne qui ils sont censés être. Au cours des premières années de la vie d'un Tau, il n'y a aucune confusion. Les castes ne sont pas tenues secrètes. Un enfant connaît déjà son chemin avant d'apprendre à écrire. Ses professeurs sont patients. Ses cours sont calmes. Le savoir est partagé sans pression. Personne ne rivalise. Il n'y a pas de récompense pour être le meilleur, seulement pour être utile. Ce qui compte, c'est le but. Chacun est guidé vers une vie qui correspond à ce qu'il est. Ceux qui naissent dans la caste de la terre apprennent à connaître les outils, les machines et l'équilibre entre le poids et l'énergie. Ils s'assoient dans des pièces remplies de pièces qui bourdonnent et regardent leur mentor travailler avec des mains qui bougent sans pause. Ils n'apprennent pas des faits par cœur pour le plaisir. Ils apprennent à construire, à réparer, à maintenir la puissance de l'Empire en faisant fonctionner son corps. Les membres de la caste du feu sont formés au mouvement. Ils courent avant de savoir parler clairement. Leurs leçons s'apprennent par la pratique, les formations, la discipline, la conscience. On ne leur apprend pas à haïr, on ne leur apprend pas à conquérir, on leur apprend à protéger, à se déplacer avec les autres comme une seule force, à n'agir que lorsque les éthérés décident qu'il est nécessaire d'agir. Les élèves de la caste de l'eau parlent tôt. Ils sont encouragés à écouter plus qu'à parler. Ils étudient les voix, les expressions. Ils apprennent comment différents êtres voient le monde avant même d'avoir rencontré une autre espèce. Ils s'entraînent à converser comme d'autres s'entraînent au tir. Chaque mot est choisi avec soin. Chaque silence est planifié. Les jeunes de la caste de l'air sont formés loin du sol. Ils sont légers, adaptés à la vie en faible gravité. Ils apprennent la navigation, le timing et la distance. Ils passent des heures dans des simulateurs à apprendre à guider des vaisseaux à travers des débris, des tempêtes ou des tirs ennemis. Ils pensent en termes de mouvement, en secondes, en arc et en angle. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est essentiel. Au-dessus de toutes ces leçons se dresse une croyance. Le bien commun, c'est plus qu'une devise. C'est une forme qui enveloppe chaque leçon, chaque action, chaque pensée. Elle dit que personne n'est seul, qu'aucune partie de la société n'existe pour elle-même, que tous les efforts doivent aller dans la même direction. Elle est souvent répétée, non pas comme un chant, mais comme un rappel. Avant les repas, après l'entraînement, dans les salles du conseil et les ordres sur le champ de bataille, elle permet à chacun de rester tourné vers l'avenir. Il n'y a pas de sanctuaire personnel, pas de temple rempli de lumière et d'encens. Les Tau ne prient pas. Ils ne croient pas en des dieux qui offrent récompense ou punition. Leur foi réside dans leur fonction. Leur croyance réside dans les autres. Les Ethereals sont les gardiens de cette croyance, non par droit divin, mais par sagesse. On fait confiance à leurs paroles. Leurs choix sont considérés comme justes, même lorsqu'ils font mal. Ils ne promettent pas le salut, ils offrent la stabilité. Et pour un peuple qui se souvient du mont Tau, cela suffit. Les cérémonies dans la vie des Tau ne sont pas grandioses. Elles ne sont pas accompagnées de musique ou de feu. Elles sont sobres, concentrées. Un enfant qui termine sa formation initiale ne reçoit pas d'applaudissements.
On lui indique simplement la voie à suivre. Un jeune de la caste du feu enfile son armure pour la première fois en silence. Un apprenti de la caste de la terre remet son premier projet achevé avec un simple signe de tête. Chaque instant s'appuie sur le précédent. Les progrès ne sont pas loués, ils sont attendus. Pourtant, il y a de la chaleur dans leur façon d'être, une sorte de proximité sereine. Les familles ne sont pas très soudées, mais des liens se tissent au sein des groupes d'entraînement. Les camarades mangent ensemble, travaillent ensemble, dorment dans des espaces communs. Leurs vies ne sont pas séparées. Ils sont comme les rouages d'une grande machine, toujours en mouvement les uns à côté des autres. Cette proximité est réconfortante. Elle donne de la force. Pourtant, ce confort cache quelque chose de fragile. Quelque chose que la plupart ne remarquent pas avant que cela ne se brise. Le système laisse peu de place aux questions, non pas parce qu'il les craint, mais parce qu'il ne voit pas leur nécessité. Pourquoi se poser des questions quand tout fonctionne déjà? Pourquoi sortir des sentiers battus quand la route est toute tracée? Mais parfois, quelqu'un s'écarte du chemin, pas par colère, pas par orgueil, juste par curiosité. Un guerrier pourrait se demander si chaque bataille est nécessaire. Un diplomate pourrait se demander pourquoi certaines espèces résistent si fortement. Un constructeur pourrait voir du gaspillage, là où il ne devrait pas y en avoir. Ces pensées ne se propagent pas rapidement. Elles ne rassemblent pas les foules. Mais elles peuvent prendre racine, lentement, silencieusement. Une pensée en devient deux. Une pause dans une réunion. Une hésitation avant de donner un ordre. Un regard plus long vers les étoiles avant de s'endormir. Pourtant, pour la plupart, le bien commun reste clair. Il comble les espaces où la peur pourrait s'installer. Il élimine le besoin de lutter pour une place ou le pouvoir. Il n'y a pas d'élection, pas de débat, pas de conflits entre les castes. Le système fonctionne avec soin. Même face à la perte, les Tao ne paniquent pas. Ils s'adaptent, ils se concentrent, ils se souviennent de leur objectif. L'art n'est pas perdu pour autant. Les Tao craignent, mais pas pour la gloire. Leurs bâtiments sont conçus dans un souci d'esthétique. Leur musique est douce et régulière. Leurs histoires sont racontées à travers des films sobres et un design épuré. Ils ne construisent pas de statues de guerriers. Ils n'écrivent pas de chansons de vengeance. Leur art reflète l'équilibre. Il évoque un monde où la douleur peut être transformée en ordre, où la peur ne dure pas. Cette croyance n'est pas une cage. Pour beaucoup, elle apporte la paix. Dans une galaxie où tant de gens vivent dans la ruine, les Tao se tiennent debout sans avoir besoin d'écraser les autres. Ils parlent en premier. Ils offrent leur aide. Ils invitent de nouvelles espèces à partager leur ordre. Ils croient que l'expansion ne signifie pas la guerre. Elle signifie la croissance. Et pourtant, lorsque les autres résistent, ils se battent. Mais même leur guerre est façonnée par la logique. Jamais de rage, jamais de chaos. À la fin de ce chapitre, l'harmonie règne toujours. Les castes travaillent ensemble, les villes brillent, les flottes avancent. Mais à la lisière de l'espace Tao, quelque chose de différent se prépare. Un nom autrefois loué est désormais tabou. Un guerrier autrefois loyal se tient désormais à l'écart. Ses actions ne correspondent pas au schéma habituel. Son silence est inexplicable. Et le bien suivi, malgré toute sa clarté, ne parvient pas à l'atteindre. Cette histoire reste à venir.
Mais pour l'instant, le système tient bon. La croyance reste forte. L'unité, bien que mise à rude épreuve, ne se brise pas. Chapitre 4. Les ombres derrière la lumière. Censure, rébellion et secret. De loin, l'Empire Tau semble propre. Ses villes brillent. Ses habitants se déplacent avec détermination. Les castes travaillent dans un rythme tranquille, guidés par la présence constante des Ethereals. Le bien suprême s'exprime par l'action, pas par la force. Pour un étranger, il ne semble y avoir aucune agitation, aucune rébellion, aucune voix ne s'élève dans la colère. Et pourtant, tout système qui repose sur la perfection doit également reposer sur le silence. Dans la société Tau, tout ne se dit pas. Toutes les idées ne sont pas partagées. Lorsqu'un événement contredit le bien commun, il disparaît, pas à la suite d'ordres bruyants ou de procès publics. Il s'évanouit comme s'il n'avait jamais existé. Les rapports sont modifiés, les archives sont détruites, les noms sont effacés, même les souvenirs s'estompent. Ce n'est pas parce que les gens sont cruels, c'est parce que le système l'exige. Le manteau est toujours présent dans l'esprit des Tau. Cette période de guerre et de sang leur a appris à craindre le désordre plus que toute autre chose. Ainsi, lorsque quelque chose menace l'unité, cela ne fait pas l'objet d'un débat ouvert. Cela est écarté, caché derrière la structure. Les Ethereals ne parlent pas de ces actes, ils n'expliquent pas les choix qu'ils font, mais ils agissent avec prudence, avec rapidité, avec détermination. Les premiers signes de ce contrôle sont parfois minimes. Un guerrier du feu remet en question un ordre. Le lendemain, il est muté à un poste éloigné. Un porte-parole de la caste de l'eau demande pourquoi une nouvelle espèce a refusé de rejoindre l'Empire. Ses propos sont notés, mais restent sans réponse. Un constructeur suggère que certains matériaux pourraient être utilisés à meilleur escient. Son message ne reçoit jamais de réponse. Ce n'est pas une punition, c'est une correction. C'est ainsi que le système le perçoit. Remettre en question n'est pas un crime, mais un signe de déséquilibre. Les Ethereals agissent rapidement pour y remédier. Non par la peur, mais par la redirection. Ceux qui en demandent trop se voient attribuer de nouvelles fonctions, plus éloignées de là où leurs paroles pourraient se répandre. Avec le temps, ces voix s'estompent. La structure retrouve sa paix. Mais il existe des endroits où le silence ne tient pas. Aux confins de l'Empire, loin des mondes centraux, les Ethereals n'arrivent pas toujours à temps. Les colonies se développent dans l'isolement. Elles font face seules aux défis. Certaines ne reçoivent pas d'aide quand elles en ont besoin. D'autres sont confrontées à des menaces auxquelles le bien commun ne les a pas préparées. Là-bas, les questions se font de plus en plus pressantes. Il y a aussi des rumeurs. Des murmures circulent entre les pilotes et les constructeurs. Des histoires de navires disparus sans laisser de traces, de messages interceptés avant d'atteindre leur destinataire. Certains parlent de colonies entières qui ont disparu des cartes. Ces histoires ne sont jamais confirmées. Elles circulent parmi les rangs inférieurs, jamais prononcées à voix haute dans les salles officielles. Pourtant, elles se propagent, silencieusement, comme des fissures dans un mur. Les Tau n'autorisent pas les protestations. Il n'y a pas de manifestation, pas de discours contre l'État. Non pas parce que les gens craignent les sanctions, mais parce qu'ils ne savent pas comment résister. Le système a été conçu sans outil de rébellion. Chaque caste est formée à croire. Chaque leçon se termine par un appel à la confiance. Mais la croyance ne peut effacer le doute pour toujours.
Et lorsque le doute commence à prendre forme, c'est souvent en privé. La caste de la Terre constate des changements dans les exigences de production. Les armes passent avant les maisons. Les navires sont construits pour la guerre, pas pour le commerce. Ils ne discutent pas, mais ils s'interrogent. La caste de l'eau revient de pourparlers infructueux, se demandant pourquoi la paix n'a pas pu être trouvée. Ils ressentent la tension. La caste du feu perd des soldats dans des batailles qui semblent sans fin. Ils voient leurs effectifs diminuer, gardant leurs questions pour eux. Pourtant, personne ne s'exprime haut et fort. Les Ethereals restent imperturbables. Leurs paroles sont porteuses de paix. Leur présence apporte l'ordre. Mais même eux ne peuvent pas être partout. Même leur contrôle a des limites. Et lorsque quelqu'un choisit de se détourner, de suivre véritablement une autre voie, le silence ne peut le cacher éternellement. Un nom revient dans toutes les rumeurs, celui d'un guerrier autrefois considéré comme un héros, un commandant qui a remporté plus de batailles que tous ceux qui l'ont précédé. Son épée brillait d'un pouvoir ancien. Ses tactiques ont sauvé des mondes. Mais un jour, il a cessé de répondre. Il a quitté le système. Et bien que l'Empire ait effacé son nom des archives, ceux qui ont servi à ses côtés se souviennent encore. Il n'est pas le seul. D'autres ont pris le chemin de la liberté. De petits groupes, des chefs isolés, des colonies qui se sont trop éloignées du contrôle central. Certains ont disparu sans laisser de traces. D'autres ont survécu dans le silence. Mais parmi eux, un sentiment commun prévaut. Que le bien suivi n'est peut-être pas parfait. Que quelque chose derrière la voix calme des Ethereals n'est peut-être pas aussi pur qu'on le croyait autrefois. Pourtant, le centre tient bon. Les mondes capitaux restent loyaux. Les villes fonctionnent sans heurts. Les castes poursuivent leur travail. Les enfants apprennent toujours leur rôle. La plupart des taux vivent toute leur vie sans jamais entendre les doutes, sans voir les fissures. Pour eux, l'Empire est entier, sûr, équilibré. Mais les étoiles sont lointaines, et le silence ne dure pas éternellement. Dans certains coins, des questions se posent, dans d'autres, les réponses se perdent. Les Ethereals s'efforcent de maintenir l'unité. Leur présence apporte toujours la paix. Mais même eux ne peuvent pas être partout. Et même une conception parfaite peut se fissurer sous un poids invisible. Alors que l'Empire regarde vers l'avenir, cherchant à s'étendre à de nouveaux systèmes, la tension monte. Chaque nouveau monde apporte son lot de défis. Chaque contact avec d'autres races comporte de nouveaux risques. Et quelque part au-delà des frontières, une nouvelle société Tau est en train de se former. Une société façonnée par la guerre et non par les mots. Une société guidée par un ancien héros qui ne croit plus en la voie qu'il a suivie autrefois. Cette histoire vous attend à la fin de ce chapitre. Jusqu'à présent, nous avons marché dans la lumière, dans l'ordre, dans la foi. Ce qui nous attend maintenant est un pas vers l'inconnu, vers un silence qui ne protège plus, mais cache, vers la vie de celui qui a cru, puis a choisi de s'en aller. De loin, l'Empire Tau semble propre, ses villes brillent, ses habitants se déplacent avec détermination. Les castes travaillent dans un rythme tranquille, guidés par la présence constante des Ethereals. Le bien suprême s'exprime par l'action, pas par la force. Pour un étranger, il ne semble y avoir aucune agitation, aucune rébellion. Aucune voix ne s'élève dans la colère. Et pourtant, tout système qui repose sur la perfection doit également reposer sur le silence. Dans la société Tau, tout ne se dit pas. Toutes les idées ne sont pas partagées.
Lorsqu'un événement contredit le bien commun, il disparaît. Pas à la suite d'ordres bruyants ou de procès publics. Il s'évanouit comme s'il n'avait jamais existé. Les rapports sont modifiés. Les archives sont détruites. Les noms sont effacés. Même les souvenirs s'estompent. Ce n'est pas parce que les gens sont cruels. C'est parce que le système l'exige. Le manteau est toujours présent dans l'esprit des Tao. Cette période de guerre et de sang leur a appris à craindre le désordre plus que toute autre chose. Ainsi, lorsque quelque chose menace l'unité, cela ne fait pas l'objet d'un débat ouvert. Cela est écarté, caché derrière la structure. Les Ethereals ne parlent pas de ces actes. Ils n'expliquent pas les choix qu'ils font. Mais ils agissent avec prudence, avec rapidité, avec détermination. Les premiers signes de ce contrôle sont parfois minimes. Un guerrier du feu remet en question un ordre. Le lendemain, il est muté à un poste éloigné. Un porte-parole de la caste de l'eau demande pourquoi une nouvelle espèce a refusé de rejoindre l'Empire. Ses propos sont notés, mais restent sans réponse. Un constructeur suggère que certains matériaux pourraient être utilisés à meilleur escient. Son message ne reçoit jamais de réponse. Ce n'est pas une punition. C'est une correction. C'est ainsi que le système le perçoit. Remettre en question n'est pas un crime, mais un signe de déséquilibre. Les Ethereals agissent rapidement pour y remédier. Non par la peur, mais par la redirection. Ceux qui en demandent trop se voient attribuer de nouvelles fonctions, plus éloignées de là où leurs paroles pourraient se répandre. Avec le temps, ces voix s'estompent. La structure retrouve sa paix. Mais il existe des endroits où le silence ne tient pas. Aux confins de l'Empire, loin des mondes centraux, les Ethereals n'arrivent pas toujours à temps. Les colonies se développent dans l'isolement. Elles font face seules aux défis. Certaines ne reçoivent pas d'aide quand elles en ont besoin. D'autres sont confrontées à des menaces auxquelles le bien commun ne les a pas préparées. Là-bas, les questions se font de plus en plus pressantes. Il y a aussi des rumeurs. Des murmures circulent entre les pilotes et les constructeurs. Des histoires de navires disparus sans laisser de traces. De messages interceptés avant d'atteindre leur destinataire. Certains parlent de colonies entières qui ont disparu des cartes. Ces histoires ne sont jamais confirmées. Elles circulent parmi les rangs inférieurs, jamais prononcées à voix haute dans les salles officielles. Pourtant, elles se propagent, silencieusement, comme des fissures dans un mur. Les Tao n'autorisent pas les protestations. Il n'y a pas de manifestations, pas de discours contre l'État. Non pas parce que les gens craignent les sanctions, mais parce qu'ils ne savent pas comment résister. Le système a été conçu sans outil de rébellion. Chaque caste est formée à croire. Chaque leçon se termine par un appel à la confiance. Mais la croyance ne peut effacer le doute pour toujours. Et lorsque le doute commence à prendre forme, c'est souvent en privé. La caste de la Terre constate des changements dans les exigences de production. Les armes passent avant les maisons. Les navires sont construits pour la guerre, pas pour le commerce. Ils ne discutent pas, mais ils s'interrogent. La caste de l'eau revient de pourparlers infructueux, se demandant pourquoi la paix n'a pas pu être trouvée. Ils ressentent la tension. La caste du feu perd des soldats dans des batailles qui semblent sans fin. Ils voient leurs effectifs diminuer, gardant leurs questions pour eux. Pourtant, personne ne s'exprime haut et fort. Les Ethereals restent imperturbables. Leurs paroles sont porteuses de paix. Leur présence apporte l'ordre. Mais même eux ne peuvent pas être partout. Même leur contrôle a des limites. Et lorsque quelqu'un choisit de se détourner, de suivre véritablement une autre voie,
le silence ne peut le cacher éternellement. Un nom revient dans toutes les rumeurs, celui d'un guerrier autrefois considéré comme un héros, un commandant qui a remporté plus de batailles que tous ceux qui l'ont précédé. Son épée brillait d'un pouvoir ancien. Ses tactiques ont sauvé des mondes. Mais un jour, il a cessé de répondre. Il a quitté le système. Et bien que l'Empire ait effacé son nom des archives, ceux qui ont servi à ses côtés se souviennent encore. Il n'est pas le seul. D'autres ont pris le chemin de la liberté. De petits groupes, des chefs isolés, des colonies qui se sont trop éloignées du contrôle central. Certains ont disparu sans laisser de traces, d'autres ont survécu dans le silence. Mais parmi eux, un sentiment commun prévaut, que le bien suivi n'est peut-être pas parfait, que quelque chose derrière la voix calme des Ethereals n'est peut-être pas aussi pur qu'on le croyait autrefois. Pourtant, le centre tient bon. Les mondes capitaux restent loyaux. Les villes fonctionnent sans heurts. Les castes poursuivent leur travail. Les enfants apprennent toujours leur rôle. La plupart des taux vivent toute leur vie sans jamais entendre les doutes, sans voir les fissures. Pour eux, l'Empire est entier, sûr, équilibré. Mais les étoiles sont lointaines, et le silence ne dure pas éternellement. Dans certains coins, des questions se posent. Dans d'autres, les réponses se perdent. Les Ethereals s'efforcent de maintenir l'unité. Leur présence apporte toujours la paix. Mais même eux ne peuvent pas être partout. Et même une conception parfaite peut se fissurer sous un poids invisible. Alors que l'Empire regarde vers l'avenir, cherchant à s'étendre à de nouveaux systèmes, la tension monte. Chaque nouveau monde apporte son lot de défis. Chaque contact avec d'autres races comporte de nouveaux risques. Et quelque part, au-delà des frontières, une nouvelle société Tao est en train de se former. Une société façonnée par la guerre, et non par les mots. Une société guidée par un ancien héros qui ne croit plus en la voie qu'il a suivie autrefois. Cette histoire vous attend à la fin de ce chapitre. Jusqu'à présent, nous avons marché dans la lumière, dans l'ordre, dans la foi. Ce qui nous attend maintenant est un pas vers l'inconnu, vers un silence qui ne protège plus, mais cache, vers la vie de celui qui a cru, puis a choisi de s'en aller. Il est né dans la caste du feu, son corps a été façonné pour le combat. Ses pensées ont été guidées par un entraînement qui a commencé avant même qu'il puisse choisir. Son avenir était déjà tracé, non pas dans de douces promesses, mais dans des lignes de devoirs stricts. Chez les Tao, son nom était autrefois prononcé avec fierté, Oshova, qui signifie « Farsight ». Il n'a pas gagné ce titre à sa naissance. Il l'a obtenu plus tard, après avoir agi, après avoir eu une vision, après avoir vécu des moments que nul autre Tao n'avait pu percevoir avant lui. Farsight n'était pas comme les autres autour de lui. Il obéissait à tous les ordres, mais il observait aussi. Il voyait des schémas dans la façon dont l'Empire se développait. Il étudiait la façon dont les ennemis réagissaient. Alors que les autres commandants ne croyaient que ce qu'on leur disait, Farsight cherchait toujours ce qui n'était pas dit. Sur les champs d'entraînement de Viorla, il ne se distinguait pas par sa puissance, mais par sa précision. Chacun de ses mouvements avait un but. Chacun de ses coups était précis. Ses instructeurs voyaient en lui quelque chose qui ne s'apprenait pas. La caste du feu honore la discipline avant les émotions. Elle privilégie le calme à la fierté. Mais Farsight n'inspirait pas la loyauté uniquement par ses compétences. Il avait en lui quelque chose qui donnait confiance aux autres. Lorsqu'il entrait sur le champ de bataille, les autres le suivaient, pas seulement par devoir,
mais parce qu'ils avaient confiance en lui. Dans une société fondée sur l'unité, il incarnait sa force. Son ascension a eu lieu lors de l'avancée de l'Empire dans le golfe de Damoclès. Les Tao étaient en pleine expansion et s'aventuraient dans des régions inconnues. Certaines planètes les ont accueillis, d'autres ont riposté. L'impérium de l'humanité se dressait sur leur chemin lent et brutal. Là où la diplomatie échouait, la caste du feu intervenait. Et Farsight a mené bon nombre de ses missions. Il a affronté des ennemis qui surpassaient largement ses forces. Il s'est retrouvé face à des armes qu'il n'avait jamais vues. Mais il a continué d'avancer. Il ne chargeait pas à l'aveuglette. Il étudiait ses ennemis. Il apprit comment l'impérium fonctionnait, comment ses dirigeants pensaient. Ses tactiques devinrent légendaires. Au lieu d'utiliser la force, il jouait sur le timing. Au lieu d'attendre les ordres, il prenait ses propres décisions. Il n'enfreignait pas les règles pour la gloire. Il le faisait parce que le système ne pouvait pas suivre le rythme de ce à quoi il était confronté. La galaxie ne suivait pas de scénario préétabli. Lui non plus. Au fur et à mesure que la campagne avançait, sa réputation grandissait. Les soldats sous son commandement tombaient rarement dans la confusion. Ses mots étaient rares, mais clairs. Ses mouvements précis. Son instinct sauva des milliers de vies. Dans des mondes où d'autres auraient battu en retraite, Farsight a continué d'avancer. Mais pas par orgueil. Il croyait que les Tao devaient s'adapter, que les anciennes méthodes ne pouvaient pas résoudre les nouveaux problèmes. Il était toujours loyal, toujours engagé. Mais il commençait à voir un fossé entre ce qu'on lui avait enseigné et ce qu'exigeaient les étoiles. C'est à cette époque qu'il trouva la lame, une arme différente de tout ce que la caste de la Terre avait jamais fabriqué. Elle ne lui avait pas été donnée par un éthéréal, elle n'avait pas été forgée par des mains Tao. Elle provenait d'un ancien champ de bataille, enfoui sous d'étranges symboles et des machines oubliées depuis longtemps. Personne ne savait qui l'avait laissée là. Certains disaient qu'elle datait d'une époque où les Tao ne marchaient pas encore debout. Lorsque Farsight la ramassa, elle s'illumina d'une puissance incroyable. Il la porta dès lors sur lui. L'épée changea sa façon de se battre. Elle n'était pas seulement tranchante. Elle bougeait avec lui, comme si elle savait ce dont il avait besoin. Il frappait plus vite. Ses mouvements étaient plus précis. Certains de ceux qui l'observaient disaient que la lame avait une lueur qui ne s'éteignait jamais. Mais d'autres murmuraient qu'elle avait un prix, qu'elle lui avait pris quelque chose, qu'elle l'avait rendu distant. Pourtant, Farsight la garda. Il n'expliqua jamais pourquoi. Au fur et à mesure de ses victoires, les Ethereals le louaient. Ils citaient ses actions comme des exemples du bien suprême. Ils l'envoyaient au cœur des combats pour mener des campagnes que personne d'autre ne pouvait mener. Et il acceptait. Non pas parce qu'il cherchait une récompense, mais parce qu'il voyait ce qui devait être fait. Il restait concentré. Son commandement restait fort. Mais quelque chose en lui commença à changer. Ce n'était ni de la colère, ni de la trahison. Il ne s'éleva pas contre les Ethereals. Il ne remit pas en question le bien suprême. Il se mit simplement à réfléchir davantage par lui-même. Les missions devinrent plus difficiles. Le soutien se fit plus rare. Les pertes s'alourdirent. Et pourtant, il continua d'avancer, menant ses hommes avec plus que son talent. Il tenait la ligne avec son nom, avec ses convictions. La caste du feu le suivait non par peur ou par obligation, mais parce qu'elle avait vu ce dont il était capable. Pour eux, Farsight était plus qu'un chef. Il était la preuve qu'un esprit concentré et clair pouvait maintenir l'unité de mondes entiers.
Les étoiles semblaient plus petites lorsqu'il marchait parmi elles. Pourtant, tout le monde dans l'Empire n'était pas à l'aise. Les Ethereals observaient de loin. Ils envoyaient des messages, parfois avec retard. Ils le louaient, mais lui rappelaient aussi l'importance de la structure, du contrôle, de ce que signifiait être tôt. Farsight répondait avec respect, mais ses actions devançaient leurs paroles. Il prenait des décisions avant d'avoir reçu l'autorisation. Il construisait des défenses sans qu'on le lui demande. Et ses victoires continuaient de s'accumuler. Personne ne pouvait contester les résultats. Pour l'instant, le bien suivi le gardait près de lui. Mais la lame restait à ses côtés. Le silence dans sa voix s'intensifiait, et le chemin qu'il suivait n'était plus droit. Il allait toujours de l'avant, mais pas dans la direction que les autres attendaient. Ce chapitre se termine sans chute, sans rupture, sans rébellion. Farsight faisait toujours partie de l'Empire. Il était toujours sa meilleure arme. Mais quelque chose bougeait sous la surface. Une ligne se dessinait entre ce qu'il était et ce qu'il pourrait devenir. Les étoiles devant lui exigeraient bientôt plus que sa loyauté. Elles lui demanderaient ce que signifiait vraiment le bien suprême lorsque le silence des Ethereals ne l'atteindrait plus. Les étoiles autour d'Arthas Moloch ne donnaient aucun signe avant-coureur. Elles semblaient identiques aux autres, douces et lointaines dans l'obscurité. Depuis l'espace, le monde en dessous semblait calme. Sa surface était craquelée et sèche, marquée par de profondes cicatrices et un relief accidenté. Il n'y avait aucune ville, aucun mouvement, aucune vie. Pour la plupart, ce serait un endroit que l'on traverserait sans y prêter attention. Mais pour le commandant Farsight, c'était devenu une ligne qu'il ne pourrait jamais franchir. L'Empire avait des projets pour cette région. Les colonies devaient être protégées. Les routes devaient être sécurisées. Des signaux inquiétants avaient été détectés près d'Arthas Moloch. Les scanners avaient capté d'étranges signaux. Certains pensaient qu'il s'agissait d'anciennes machines se réveillant après un long sommeil. D'autres affirmaient qu'il n'y avait rien à craindre. Les Ethereals ordonnèrent le nettoyage de la région. Farsight fut envoyé avec un groupe de combat complet. Ses forces étaient prêtes pour la guerre. Ce qu'elles découvrirent était pire que tous les ennemis qu'elles avaient affrontés jusqu'alors. Le débarquement s'est déroulé sans encombre. Les drones n'ont signalé aucun signe de vie. Les guerriers de feu ont avancé en formation à la surface. Chaque pas soulevait un nuage de poussière. Des structures enfouies sous des couches de roches et de cendres sont apparues. Elles n'avaient pas été construites par les Tao. Des lignes nettes, des symboles anciens, du métal qui vibrait même sans alimentation. La caste de la Terre a scanné la zone. Elle n'avait jamais vu une technologie pareille. Puis le silence prit fin. Sans avertissement, quelque chose frappa. Des guerriers disparurent en plein élan. Des combinaisons se figèrent comme tirées par une force invisible. Les lumières clignotèrent. Les signaux furent coupés. À la surface, d'étranges formes commencèrent à s'élever du sol. Ce n'étaient pas des machines telles que les Tao les connaissaient. Elles se déplaçaient sans bruit, grandes et minces, semblables à des squelettes faits d'ombre et de lumière. Leurs yeux brillaient d'une faim qui semblait plus ancienne que le temps. Ce n'étaient pas des pillards. Ils n'appartenaient à aucun empire. Ils ne s'intéressaient pas au territoire. Ils étaient tout autre chose. Et ils ne voulaient rien d'autre que la mort. Les Tao n'avaient pas le temps de se regrouper. Les guerriers de feu se battirent avec acharnement, utilisant tous les outils et toutes les tactiques qu'ils connaissaient. Farsight
menait le combat en première ligne. Sa lame tranchait les silhouettes, mais celle-ci ne tombait pas comme les autres ennemis. Lorsqu'elle disparaissait, elle réapparaissait. Lorsqu'on leur tirait dessus, elle se reformait. La bataille n'était plus une question de victoire. Il s'agissait désormais de survivre. Les Ethereals en mission tentèrent de calmer les esprits. Ils ordonnèrent de battre en retraite. Ils envoyèrent des appels à l'aide. Mais les signaux ne parvinrent pas à la flotte extérieure. Quelque chose les bloquait. Quelque chose dans la planète ou au-dessus d'elle. Farsight remarqua que partout où se trouvaient les Ethereals, l'ennemi avançait plus vite. Il vit des guerriers se figer lorsqu'ils se tenaient près de leur chef. Et il prit une décision qui ne serait jamais oubliée. Il divisa les forces. Il envoya les Ethereals dans des zones plus sûres. Il prit le commandement du reste. Ce n'était pas un acte de rébellion. C'était pour sauver la vie de son peuple. Mais lorsqu'il donna cet ordre, quelque chose se brisa dans la chaîne de confiance. Le lien entre lui et les Ethereals changea. À partir de ce moment, il agit sans écouter leur voix. La bataille dura plus longtemps que prévu. Elle n'était pas seulement physique. Les soldats parlaient de visions, de voix froides murmurant dans la poussière, de souvenirs qui ne leur appartenaient pas. Certains se figeaient sans être touchés. D'autres hurlaient sans raison. Farsight s'enfonça plus profondément dans les ruines. Il voulait comprendre. Il avait besoin de voir ce que ce monde cachait. Au cœur de cette terre morte se dressait une structure unique en son genre, imposante, lisse, éclairée de l'intérieur par une lumière verte. C'était un tombeau, mais pas un tombeau destiné au repos. Quelque chose vivait à l'intérieur, quelque chose d'ancien. Farsight y pénétra avec une petite équipe. Ce qui s'est passé à l'intérieur n'a jamais été enregistré. Aucune image n'a survécu. Les soldats qui en sont sortis n'ont plus jamais parlé. Certains se sont suicidés. D'autres enterrés dans les couloirs de la flotte jusqu'à ce qu'on les enlève. Seul Farsight est resté inchangé, du moins en apparence. Il revint avec son épée toujours incandescente. Son armure était marquée par des brûlures d'énergie qui ne correspondaient à aucune arme connue. Son regard restait fixe, mais sa voix avait perdu toute chaleur. Lorsque la flotte se retira d'Arthas Moloch, il donna lui-même l'ordre. Non pas parce qu'on le lui avait demandé, mais parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas gagner. Les Ethereals qui avaient survécu tentèrent de reprendre le contrôle. Ils publièrent des rapports qui omettaient des détails essentiels. Ils qualifièrent l'ennemi de Xénos inconnu. Ils imputèrent l'échec à des problèmes techniques. Mais ceux qui avaient été là connaissaient la vérité. Ils avaient vu quelque chose qui ne pouvait s'expliquer. Quelque chose qui n'avait pas sa place dans le monde qu'ils connaissaient. Farsight n'accepta jamais ces rapports. Il n'oublia jamais ce qu'il avait vu. Il commença à changer sa façon de diriger. Il devint plus indépendant. Il fit moins confiance aux hautes sphères. Il était convaincu que l'Empire n'avait aucune réponse à ce qu'il avait découvert. Et si celui-ci refusait de dire la vérité, alors il trouverait sa propre voie. Ses soldats lui restèrent fidèles. Ils l'avaient vu se battre. Ils l'avaient vu saigner. Ils lui faisaient plus confiance qu'à n'importe quel ordre venant de loin. Quand il leur demanda de se taire, ils obéirent. Quand il agit sans ordre, ils le suivirent. Non par défi, mais par conviction. Arthas Moloch était considéré comme un monde mort. Ses données étaient scellées. Plus aucune mission n'y était envoyée. Mais son ombre suivait Farsight partout où il allait. Quelque chose en lui était resté là-bas, ou quelque chose de cette planète l'avait suivi. L'épée restait à ses côtés. Sa lueur ne s'estompait jamais.
Il commença à vieillir moins vite, sans que personne ne sache pourquoi. Ce chapitre ne se termine pas par une rébellion. Il se termine par une rupture silencieuse. Un changement de confiance, un changement de direction. L'Empire ne l'avait pas perdu, mais il ne pouvait plus le guider. À partir de ce moment, Farsight était un commandant qui voyait les limites de ce que la connaissance Tau ne pouvait expliquer. Et il savait que les étoiles recelaient des dangers bien pires que la désobéissance. Ce qui suit n'est pas de la déloyauté, ce n'est pas de la haine, c'est de la distance. Un lent éloignement d'un centre qui ne semblait plus stable. Le chapitre suivant ne commence pas par un coup, mais par un choix. Un choix qui allait résonner à travers l'Empire pendant des générations. Farsight revint d'Arthas Moloch avec plus que des cicatrices. Ses soldats le voyaient, ses commandants le voyaient. Même ceux qui l'avaient autrefois qualifié de modèle de discipline Tau pouvaient sentir la différence. Il avait changé. Sa voix avait toujours autorité. Sa lame brillait toujours d'une énergie étrange, mais sa confiance dans les Ethereals s'était amenuisée comme du vieux papier laissé au soleil. Au début, il continua son travail sans protester. Les batailles qui suivirent le monde mort furent encore menées au nom du bien suivi. Farsight dirigeait avec la même concentration. Ses victoires restaient régulières, mais lorsque les ordres venaient d'en haut, il n'était plus suivi sans réfléchir. Il commença à marquer des pauses. Il commença à évaluer. Et parfois, il faisait ses propres choix. Les Ethereals ne s'élevèrent pas contre lui. Pas au début. Ses résultats étaient trop bons. Sa popularité trop grande. Ses troupes le suivaient sans poser de questions. Ses tactiques surpassaient les mouvements ennemis. Même l'Imperium avait du mal à réagir à sa rapidité. Les Ethereals restèrent donc silencieux. Mais ils observaient. Aux confins de l'espace Tau, les ennemis changèrent. Ils devinrent moins prévisibles. Les défenses de l'Imperium se renforcèrent. Les orques arrivèrent en essaim qui écrasèrent les petites colonies en quelques jours. Les communications furent de plus en plus souvent coupées. Les ravitaillements prenaient plus de temps. Farsight prit une décision. Il établit des zones fortifiées à travers la frontière, façonnées selon sa propre vision. Il les appela des points d'appui. D'autres y virent quelque chose de plus profond. Un mur. Un cercle rouge se formant loin du contrôle central. Chaque victoire apportait davantage d'indépendance. Farsight cessa d'attendre des instructions. Il donna des ordres en fonction de ce qu'il voyait et non de ce qu'on lui disait. Il établit de nouveaux protocoles. Il choisit ce qu'il fallait partager et ce qu'il fallait taire. Ses messages à la hiérarchie devinrent courts et formels. Ses mots ne contenaient aucun manque de respect, mais ils ne contenaient aucune chaleur non plus. Les Ethereals envoyèrent des remplaçants, des officiers formés pour surveiller, des conseillers à la voix douce. Ils arrivèrent avec des leçons et des rappels. Farsight les accueillit avec courtoisie. Il écouta, mais ne changea rien. Leur présence s'estompa. Leurs paroles ne laissèrent aucune trace. Puis vint le jour où les Ethereals n'envoyèrent plus personne. Les lignes de soutien furent coupées. Les renforts ne vinrent plus. Farsight se tint debout en silence et regarda le champ où ses soldats enterraient les leurs sans aide. Il n'envoya pas d'autres demandes. Il n'attendit pas la permission. Il commença à constituer sa propre armée. Il avait conservé des données de ses missions passées. Il fit appel à des ingénieurs de la caste de la terre qui lui faisaient confiance. Il recruta parmi la caste du feu ceux qui avaient vu les mêmes horreurs que lui. Ils répondirent sans hésiter.
Ils apportèrent des outils. Ils apportèrent des structures. Ils apportèrent le silence. Le symbole commença à changer. Sur les bannières et les épaulières, l'emblème des Tao s'estompa. À sa place, un cercle rouge apparut. Ce n'était ni un défi, ni un rejet. C'était un signe, un message sans mots. Farsight n'avait pas abandonné le bien suivi, mais il ne le servait plus à travers la voie éthérée. Depuis le centre, l'Empire observait. Des rapports étaient rassemblés. Des rumeurs circulaient. Certains pensaient qu'il était tombé. D'autres disaient qu'il était toujours loyal, mais aveugle. Quelques-uns affirmaient qu'il avait vu quelque chose que personne d'autre ne pouvait affronter et qu'il avait choisi de protéger les autres à sa manière. Personne ne pouvait le dire avec certitude. De retour dans les enclaves qu'il avait construites, Farsight changea peu. Il entraîna des soldats. Il renforça les positions. Il cartographia les systèmes avec soin. Il ne construisait pas un empire. Il maintenait une ligne de défense. Il ne se qualifia jamais de souverain. Il n'exigea jamais de loyauté au-delà des actes. Mais sa présence comblait le vide laissé par ceux qui ne répondaient plus à ses appels. Certains pensaient qu'il devait revenir, qu'il pouvait réparer la fracture avec des mots, que l'Empire avait encore besoin de lui. Mais Farsight resta où il était. Il regardait les étoiles et voyait ce dont les Ethereals refusaient de parler. Il voyait les choses anciennes se lever, les schémas que les anciens ordres ne pouvaient arrêter. Il croyait en les Tao, mais il ne croyait plus qu'ils étaient prêts. Le cercle rouge devint plus qu'un symbole. Il devint un bouclier, une frontière. L'Empire le qualifia de zone séparatiste, une erreur, une note de bas de page. Mais ceux qui vivaient à l'intérieur savaient mieux que quiconque. Ils s'entraînaient plus dur. Ils s'adaptaient plus vite. Ils suivaient un commandant qui avait vu le bout du tunnel et était revenu avec le feu toujours dans les mains. Avec le temps, les Ethereals effacèrent son nom des cours. Ils retirèrent son image des bannières. Ils écrivirent qu'il avait été perdu, que son sort était inconnu, que les enclaves ne faisaient pas partie du bien suprême, mais ils ne pouvaient effacer la vérité de ceux qui s'étaient tenus à ses côtés, ceux qui l'avaient vu se battre avec détermination, ceux qui avaient enterré les leurs avec une résolution silencieuse. Ce chapitre ne s'achève pas sur une révolte. Il n'y eut pas de guerre entre les enclaves et l'Empire. Aucun vaisseau ne tira sur d'anciens alliés. Aucune ville ne fut incendiée par trahison. Tout prit fin dans la distance, dans un silence plus épais que l'acier, avec une ligne qu'il était impossible de franchir sans perdre ce que Farsight avait construit. Les Tao parlent encore de lui de différentes manières. Certains le traitent de traître. D'autres murmurent son nom avec honneur. Mais tous se souviennent du moment où le cercle rouge est apparu pour la première fois. Le moment où la voie de la foi s'est scindée en deux. Les uns ont continué à suivre la voie venue d'en haut. Les autres ont suivi le silence d'une lame brandie par un soldat qui en avait trop vu. Le chapitre suivant se trouve au-delà de cette ligne. Il parle du temps qui se courbe, des vies qui ne finissent pas, d'un leader qui est resté où il était, non pas parce qu'il avait tort, mais parce que le chemin du retour n'avait plus de sens. Au-delà de la lueur de l'Empire, les enclaves Farsight subsistent. Elles reposent en silence parmi les étoiles froides, loin du règne des Ethereals. Elles ne sont ni brisées, ni sauvages. Elles sont autre chose, une forme dessinée par des mains qui ont autrefois construit pour le bien suprême
et qui servent aujourd'hui à le préserver sous une nouvelle forme. Les enclaves ne haussent pas le ton, elles ne cherchent pas la guerre avec leurs semblables, mais elles ne s'inclinent pas. Le cercle rouge est toujours là. Il marque des systèmes remplis de stations, de colonies et de flottes qui se déplacent avec un rythme prudent. Chacune suit une voie tracée par la vision du commandant Farsight. Il l'appelle Shaz-O Viorla Shova Kais Montir. La plupart se contentent désormais de l'appeler Oshova. Son nom a un poids qu'aucun titre ne peut égaler. Et bien que les années aient passé, son corps ne faiblit pas. Sa voix n'a pas perdu de son intensité. Cela ne devrait pas être ainsi. Les Tao ont une longue durée de vie, mais elle n'est pas infinie. Même les guerriers les plus forts vieillissent. Ils quittent le commandement, ils transmettent leur armure. Mais Farsight reste inchangé. Son visage ne trahit pas son âge. Ses yeux ont toujours la même flamme. La lame à ses côtés brille toujours de cette étrange lumière profonde. Certains pensent que c'est l'épée, qu'elle lui vole son temps, le gardant figé dans un moment révolu depuis longtemps. D'autres disent que l'énergie qu'elle renferme le lie à quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse la connaissance des Tao. Farsight ne donne aucune explication. Il ne pose aucune question. Il continue simplement. Dans les enclaves, ses paroles ont un pouvoir discret. Il ne parle pas souvent. Il ne règne pas par la peur ou les cérémonies. Mais lorsqu'il entre dans une salle de commandement, tous se retournent. Lorsqu'il donne un ordre, il est suivi. Il n'est pas vénéré. Il n'est pas un roi. Mais il est le centre du cercle rouge. Sans lui, la structure s'effondrerait. Les colonies au sein des enclaves fonctionnent comme n'importe quel monde Tao. Les castes existent toujours. Les constructeurs de terre continuent de concevoir et de façonner. Les porte-paroles de l'eau continuent de guider le commerce avec les quelques alliés qui veulent bien les écouter. Les guerriers du feu continuent de s'entraîner et de protéger. Les pilotes de l'air continuent de transporter des provisions entre les stations. La structure reste la même. Mais sans les Ethereals, quelque chose a changé. Les castes se déplacent plus librement. Les idées circulent plus rapidement. Les changements sont plus rapides. Les officiers sont choisis au mérite et non sur ordre d'en haut. Les erreurs sont corrigées par l'apprentissage et non par la destitution. Cela comporte des risques. Sans la main ferme de la classe des Ethereals, certains équilibres sont plus difficiles à maintenir. Mais beaucoup dans les enclaves pensent que c'est un prix à payer. Ces Tao ont vu des choses que les autres n'ont pas vues. Ils se souviennent du silence d'Arthas Moloch. Ils ont affronté des ennemis que l'Empire préfère oublier. Leur force ne réside pas seulement dans leurs armes. Elle réside dans la connaissance des limites de ce qu'on leur a enseigné et dans leur capacité à trouver des moyens de dépasser ces limites. Pourtant, le prix à payer n'est pas négligeable. L'isolement a un poids. Les enclaves ne reçoivent aucune aide de l'Empire. Leurs flottes ne font pas escale dans les ports communs. Leurs connaissances ne se propagent qu'à la portée de leurs moyens. Lorsque de nouvelles menaces apparaissent, ils doivent y faire face seuls. Ils ne peuvent compter sur aucun renfort provenant du commandement central. Ils ne peuvent compter que sur ce qu'ils construisent eux-mêmes. Malgré cela, ils résistent. Pas grâce à leur nombre, grâce à leur lucidité. Les Tao du cercle rouge s'entraînent plus dur. Ils ont une vision plus large. Ils ne sont pas liés par la tradition de la même manière. Ils remettent en question. Ils s'adaptent. Ils croient en ce qu'ils voient. Et ils font confiance à la voie empruntée par leur commandant,
même s'ils ne la comprennent pas toujours. Farsight lui-même parle peu de son passé. Il ne parle pas d'Arthas Moloch. Il ne se souvient pas du jour où il s'est détourné des Ethereals. Ceux qui servent à ses côtés ne lui posent pas de questions. Ils le suivent non pas parce qu'il leur dit de le faire, mais parce qu'il se tient déjà là où les autres ont peur d'aller. Le temps passe, mais sa silhouette reste droite. Sa lame est toujours aussi tranchante. Elle brille toujours de la même lueur ancienne. Certains se demandent combien de temps il vivra. Si son épée le lie à quelque chose qui dépasse la mort, si son destin n'est plus celui d'un taureau. Farsight ne dit rien. Il observe les étoiles. Il forme de nouveaux chefs. Il se prépare à ce qui pourrait arriver. Des histoires se racontent à voix basse. Qu'il ne rêve plus. Qu'il parle à son épée lorsqu'il est seul. Que la lumière dans ses yeux reflète parfois des choses qui ne sont pas présentes dans la pièce. Mais aucun de ses disciples ne se détourne de lui. Car même si ces choses sont vraies, ils croient qu'ils portent ce fardeau pour les protéger. Alors ils portent le leur avec fierté. L'Empire ne prononce toujours pas son nom. Les Ethereals l'ont effacé des archives. Ses actions ne sont pas enseignées dans les nouvelles académies. Ses victoires sont cachées. Son symbole est interdit. Mais rien de tout cela ne change la vie dans les enclaves. La vérité n'a pas besoin d'être approuvée. Elle a seulement besoin de temps. Farsight n'envoie pas de message à l'Empire. Il ne demande pas la paix. Il n'appelle pas à la guerre. Il reste là où il a choisi de rester. Son travail n'est pas terminé. Les étoiles continuent de tourner. Les pouvoirs anciens continuent de s'élever. Et il reste la lame qui garde la porte que personne d'autre n'osera franchir. Le bien commun existe toujours dans son cœur. Mais il a changé. Il n'est plus façonné par les voix douces derrière les salles ciselées. Il est désormais forgé dans le feu, dans le sang, dans la mémoire. C'est une vision qu'il ne peut oublier, mais qu'il ne suit plus aveuglément. Il avance, seul en quelque sorte, mais jamais sans but. Le cercle rouge tient bon, non par la force, mais par la détermination. Son peuple ne cherche pas la conquête. Il cherche la survie, la compréhension, la clarté. Et au-dessus de lui se tient son commandant, non comme un souverain, mais comme un rappel. Ce chapitre se termine sans réponse définitive. L'histoire de Farsight continue. Les enclaves subsistent. L'Empire s'étend. Le silence entre eux s'épaissit. Mais dans ce silence, quelque chose bouge. Ce n'est pas la rébellion. Ce n'est pas le regret. C'est juste le bruit régulier d'une épée qui est tirée dans l'obscurité. Une fois de plus.